Bonjour, dans l'info présent, un invité, Yann Serré, à l'occasion de la sortie de son récit de voyage Népal Solo 2, présentation Romain Alençon. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui à l'Est de Vin pour faire la rencontre d'un personnage haut en couleur qui met en avant des valeurs humaines et de partage. À travers ses réseaux sociaux, il partage des images, des paysages face auxquels il se retrouve pendant ses voyages, parfois à l'autre bout de la terre, parfois à quelques minutes de la maison. Cette personne, c'est Yann Serré, et s'il est là aujourd'hui, c'est qu'il vient présenter son livre Népal Solo tome 2, un livre qui raconte sa deuxième ascension de l'Himalaya. Après 2012, Yann Serré est reparti en décembre 2016 au Népal pour un voyage initiatique où dépassement de soi et méditation étaient au programme. Yann Serré, bonjour. Bonjour. Alors j'ai très rapidement fait le tour de votre parcours. Après des études de philosophie, vous avez donc travaillé dans l'éducation nationale avant de vous consacrer à votre passion, l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous ? L'écriture, c'est une passion très lointaine, puisque déjà enfant, je rêvais d'être écrivain. Mais c'était pas vraiment un métier, donc mes parents légitimement m'ont demandé de poursuivre un cursus plus normal, on va dire, plus classique. Et du coup, je ne suis pas devenu écrivain parce que peut-être blocage d'enfance, je pensais que ça se faisait pas. Donc il a fallu très longtemps pour que j'écrive, que je décide de devenir vraiment pleinement écrivain. Mais ce qui ne m'empêchait pas d'écrire. Donc j'ai commencé à écrire à l'âge de 11 ans ou 12 ans. J'écrivais très régulièrement, mais c'était des manuscrits qui restaient dans des tiroirs, tout simplement. Sans que vous pensiez que ça devienne un métier. Donc après, on en parlait justement dans l'introduction, il y a eu ce voyage dans l'Himalaya. À partir du moment où vous avez l'idée de traverser l'Himalaya, qu'est-ce qui se passe entre l'idée et le moment où vous dites « ça y est, je vais le faire » ? Le départ à l'Himalaya, c'était un rêve d'enfant. J'ai deux rêves depuis que je suis enfant. Le premier, c'était donc d'aller voir le toit du monde, l'Everest. Et le second, c'est de faire le tour du monde à la voile en solitaire. Voilà, le tour du monde à la voile en solitaire, c'est un budget beaucoup plus important. Donc j'ai commencé par le plus facile financièrement parlant, donc aller voir le tour du monde. Et l'écriture, ça s'est imposé tout seul à moi, pour la simple et bonne raison, c'est que j'écrivais tous les soirs, tous les jours. Il m'est arrivé en pleine montagne de m'arrêter, de poser mon sac et de sortir mon petit calepin et mon stylo et de rester à écrire pendant plusieurs heures face à la montagne. Voilà. Donc l'écriture, finalement, c'est venu un plaisir solitaire face à la montagne. C'est le fait de vous retrouver seul qui vous donne l'envie d'écrire ? Oh non, j'ai toujours écrit et j'ai toujours été d'une nature assez solitaire, donc j'ai toujours passé du temps seul. Comme vous le disiez tout à l'heure, enfant, j'adorais aller au bord de la mer et regarder juste la mer monter et descendre tout simplement tout seul. C'était un vrai plaisir. Donc toujours plutôt une nature solitaire et avec cette impression qu'il y a toujours quelque chose au-delà du décor. Comme si ce qu'on a devant les yeux était un rideau et qu'il y avait quelque chose de plus fort et de plus puissant derrière ce rideau. Et donc, ce qui m'a toujours intéressé, c'était d'aller découvrir ce qu'il y avait au-delà de l'apparence, derrière ce rideau d'apparence, quoi. Et justement, vous parlez de la mer, je crois savoir que vous êtes originaire de Guissény. Alors, en fait, je suis né en région parisienne, mais ma famille a une maison à Brignogan-Plage. Et donc, on a passé absolument toutes nos vacances scolaires à Brignogan-Plage depuis mon enfance. Et le rêve d'enfant, c'était de venir définitivement habiter ici, ce qui est maintenant le cas. Bien que j'ai choisi maintenant un mode de vie très nomade, je vis en camping-car et je me promène un peu partout en France pour faire découvrir mon livre, puisque j'ai décidé de m'auto-éditer pour pouvoir rester pleinement indépendant et libre. Donc le seul moyen de se faire connaître, c'est ça, c'est de faire des petites conférences comme aujourd'hui, d'aller dans des galeries marchandes, dans des médiathèques, dans des bibliothèques, de partir à la rencontre des gens. Et donc le camping-car, pour ça, c'est idéal. Ça permet vraiment d'aller partout. L'hiver dernier, j'ai fait une tournée de 2 mois dans les Alpes. Là, je vais repartir pour une tournée de 2 mois dans le Morbihan. Voilà, le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens et de partager ce que j'ai découvert là-bas, géographiquement, humainement et spirituellement. Et quel était justement votre premier parcours à partir comme ça avec votre camping-car à la rencontre des gens ? Alors c'est assez récent, ça s'est fait l'année dernière, pendant 1 mois et demi dans le Morbihan. Donc à faire des médiathèques et des centres culturels. Et c'était une expérience merveilleuse. Et normalement, je dois y retourner là, à cette même période, parce que j'ai été très bien accueilli. Donc retourner dans les mêmes lieux. Et donc pouvoir faire découvrir ce que j'ai vécu là lors de l'hiver dernier dans l'Himalaya. Et cette envie, justement, elle est venue après être passé par l'Himalaya, après vos parcours dans cette fabuleuse chaîne de montagnes ? Ah oui, c'était une révélation, l'Himalaya. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'avais un lien particulier avec le monde du minéral. Et c'est vrai qu'ici, dans le Finistère, on a le granit, on a les monts d'Arrée, donc le minéral, ça connaît aussi. Et sauf que je n'avais pas pris la dimension de cette relation que je pouvais avoir avec l'énergie que peut dégager la pierre.
Et quand vous arrivez dans l'Himalaya, c'est le paradis du minéral. Hein. Donc quand vous êtes au-dessus de 4000, il n'y a plus aucun végétaux, vous êtes vraiment dans la pure minéralité. Et c'est là que j'ai découvert la relation que j'avais avec la pierre. Donc une relation avec la pierre que vous avez découvert là-bas, mais aussi peut-être une relation avec la solitude. Vous me disiez hors micro justement qu'à partir d'un moment vous vous retrouvez tout seul face à la nature et là vous appréciez, peut-être vous méditez aussi. Oui, tout à fait. Alors, j'ai commencé à faire de la méditation déjà depuis presque 20 ans. J'y suis arrivé par le biais du yoga. Et donc, c'est quelque chose que je pratique quasiment quotidiennement. Et évidemment, dans l'Himalaya, vous vous doutez bien que la méditation, c'est prendre vraiment une autre dimension. Parce qu'il y a la solitude et il y a surtout l'expérience du silence absolu. Parce que on peut aussi évidemment méditer dans sa chambre, on peut méditer au bord de la mer, mais il y aura toujours un bruit parasitaire, quelque chose qui viendra vous déranger. Quand vous êtes à 5000 mètres d'altitude, par une journée ensoleillée et sans vent, il n'y a absolument pas un bruit. Donc c'est la découverte du silence absolu. C'est quelque chose qui vous tombe dessus comme une espèce de chape de béton dans un premier temps et qui vous libère dans un second temps. C'est une expérience vraiment très particulière. Et partir dans l'Himalaya avec notamment le mont Everest qui est le toit du monde, plutôt que dans d'autres chaînes de montagnes comme le Kilimandjaro, c'est vraiment aussi par rapport au parcours des monastères qui était possible? Tout à fait. Le deuxième lien très très fort que j'ai avec l'Himalaya, c'est par rapport aux croyances des gens qui y vivent, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain, qui est une branche très particulière du bouddhisme et qui m'intriguait beaucoup depuis très longtemps. Donc j'étais aussi très curieux d'aller visiter les monastères, de pouvoir discuter avec les moines et approfondir ma connaissance du bouddhisme tibétain. Donc en 2012, vous partez vers l'Himalaya. À ce moment-là, quelle préparation avez-vous besoin avant de partir? Parce que j'imagine que c'est un voyage qui se prépare, peut-être même des choses que vous êtes obligé d'avoir avant de monter dans l'Himalaya. Alors, je suis ancien marathonien, donc au niveau de la préparation physique, ça va. Par contre, il y avait un paramètre qui était absolument immesurable à l'avance, c'est le manque d'oxygène. Parce qu'on n'a aucun endroit ici pour s'entraîner à plus de 4000 mètres. Et c'est essentiellement à partir de 3000, 3500 mètres qu'on peut avoir le mal des montagnes. Donc ça, c'était vraiment la partie imprévisible du voyage. Et ça a été en effet un choc parce que je suis vraiment sujet au mal des montagnes, donc j'ai été très malade. Et après, vous pouvez avoir toutes les préparations du monde que vous voulez, ça ne changera rien. Quand vous êtes malade. Même si vous avez une condition physique impeccable, ça fonctionne complètement différemment. L'organisme est complètement chamboulé en fait. Et là, dans ces cas-là, comme vous êtes parti donc en solitaire, donc comme votre livre le dit, Népal solo, donc vous êtes parti en solitaire, sans guide. Et justement, à ce moment-là, quand vous êtes malade et que vous êtes tout seul dans l'Himalaya, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous dites à un moment, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis venu ici? Est-ce que vous maudissez d'avoir eu cette idée d'être monté dans l'Himalaya? Oui, évidemment, c'est vraiment le mot qui convient. C'est-à-dire que il y avait une volonté vraiment farouche de faire ça en solitaire. C'est pas dans la défiance, c'était vraiment histoire de justement d'appréhender l'expérience du silence et de la solitude complète. Parce qu'on peut s'isoler ici, mais vous avez toujours un téléphone portable à portée de main, une télécommande de télévision. Enfin voilà, là c'est pas du tout le cas. Donc en partant seul, pas de guide, pas de porteur, pas de moyen de communication, c'était la garantie d'être vraiment isolé. Et le choix de l'hiver, c'était aussi pour ça, sortir vraiment des sentiers battus, être dans une période qui n'est pas du tout touristique et vous avez très peu de chances de croiser d'autres personnes comme vous, quoi. Et justement, donc d'un côté, il y a cette envie de solitude, mais aussi l'envie de rencontrer du monde, et notamment en allant dans les monastères. Vous parliez que vous êtes parti sans moyens de communication. Est-ce que justement, dans les monastères, eux, ils en ont des moyens de communication comme nous? Alors il y a 4 ans, il y avait absolument rien, quasiment rien. Et là, l'hiver dernier, j'étais très surpris de voir le bond technologique qui s'était fait. On voit des paraboles pour la télé, même sur des cabanes en bois. C'est vraiment impressionnant. Donc ils ont absolument toutes les chaînes satellitaires. Ce qui a bouleversé surtout le mode de pensée des plus jeunes, qui ne rêvent plus que d'une seule chose, c'est d'aller habiter en ville et de devenir moderne, c'est-à-dire s'acheter une maison, un appartement, avoir un travail. Donc je ne sais pas du tout ce que va devenir le Haut-Himalaya par rapport à cette grande nouveauté qui est la technologie. Maintenant, même dans les monastères, oui, j'ai vu des moines avec des téléphones portables en train de chatter sur Messenger. C'est vrai que c'est très 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 surprenant, quoi. Mais ce sont vraiment les plus jeunes. Les plus âgés sont encore vraiment dans leur travail de dévotion. Maintenant, ça me fait vraiment m'interroger sur l'avenir de ces monastères. Est-ce que ça va devenir des coquilles vides? Je le crains.
Donc vous avez vu vraiment une différence entre votre premier voyage en 2012 et le second en 2016. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé en 2015 au Népal, on le rappelle, un tremblement de terre très très important qui a fait des milliers de victimes, est-ce que vous pensez que ça a pu précipiter aussi le bond en avant dont vous nous parliez, notamment technologique? Sincèrement, je n'en ai aucune idée. Par contre, pour les gens qui sont candidats à aller visiter ce pays merveilleux, je leur conseille vraiment d'y aller parce que c'est vrai que on a peut-être trop accentué sur le côté catastrophique de ce tremblement de terre, qui est une catastrophe, c'est une certitude. Mais il faut oublier, c'est pas 80% des bâtiments qui sont détruits, mais c'est le contraire, c'est 20% des bâtiments qui sont détruits et 80% qui sont debout. Donc pour les candidats au trek ou à la visite de ce pays, je les engage vraiment à y aller. Tout est encore faisable, on peut vraiment aller partout. Donc c'est tout à fait jouable et puis ça leur servira beaucoup parce qu'ils ont perdu plus de 50% de fréquentation et une partie de la population vit vraiment du tourisme. Donc préparer un voyage comme ça se prépare. C'est très compliqué. Vous parlez tout à l'heure de la condition physique, mais il faut aussi avoir, j'imagine, un plan de route avant de partir. C'est compliqué d'arriver à Katmandou, la capitale, et de se dire, bon allez, on y va, on prend l'avion pour monter un peu à l'aéroport. J'ai oublié le nom de l'aéroport qui est le Lukla. Voilà, l'aéroport de Lukla qui est considéré comme sinon le plus dangereux au monde. Donc voilà, beaucoup de préparation. D'ailleurs, quand vous partez à Lukla, vous savez que vous allez arriver sur une piste un peu dangereuse. Est-ce qu'il y a l'excitation évidemment de monter, ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu la peur et la pression d'arriver par l'aéroport de Lukla? C'est une très bonne question en fait. Je crois que dans l'avion, c'est des tout petits avions, hein, des petits avions à hélice. On est oui, c'est ça, des bimoteurs. On est entre 10 et 13 personnes dedans. Et je crois que j'ai été le seul qui avait le sourire aux lèvres. Tout le monde avait l'air totalement traumatisé. Et j'ai vécu ça un petit peu comme une aventure à la Indiana Jones. J'ai trouvé ça absolument génial. Vous avez encore le pilote. J'ai eu la chance d'être assis juste derrière lui, qui avait sa veste en cuir, avec les grades sur les épaules et les lunettes Ray-Ban. On est vraiment complètement dans le. Ah ouais, on est vraiment là-dedans. Et je trouvais ça absolument génial. Ça m'a exalté jusqu'au moment où, comme vous dites, on voit la piste. Et là, en fait, c'est un tout petit bout d'asphalte qui est coincé dans la montagne et qui se termine à flanc de montagne, donc il faut surtout pas se louper, ni pour tomber au bon endroit, et surtout freiner immédiatement pour pas aller taper la montagne, ce qui malheureusement arrive de temps en temps. Donc oui, c'était quand même une super expérience. J'ai adoré le passage en avion, c'était vraiment super. Mais l'hiver dernier, j'avais décidé de faire le même parcours, mais entièrement à pied. Donc c'est 10 jours de marche supplémentaire. Ça m'a permis vraiment de découvrir la pureté des villages Sherpas qui sont encore intacts et très peu fréquentés par le tourisme. Donc c'était une expérience encore plus forte cette fois-ci. Parce qu'une fois que vous arrivez à Lukla, vous sentez qu'il y a toujours un petit peu de tourisme, vraiment un côté touristique, ou c'est vraiment plus authentique à partir de Lukla? C'est à partir de Lukla qu'on tombe vraiment sur le chemin qui mène au camp de base de l'Everest. Donc c'est là où il y a le plus de passages dans les deux périodes touristiques que sont le printemps et l'automne. Donc l'hiver, comme quand moi j'y vais en hiver, vous avez beaucoup moins de monde. Mais on voit les infrastructures, elles sont là. Et par contre, si vous faites le périple avant depuis Djeri à pied, là, il y a beaucoup moins de tourisme. On voit vraiment les gens qui vivent encore à l'ancienne. Vous voyez comment on cultive, on ramasse, on engrange. C'est vraiment beaucoup plus authentique. Et comment on est accueilli là-bas? Parce que justement, s'il y a beaucoup de passages, même si là vous racontiez, pour monter à Lukla à pied, il y a moins de passages, est-ce qu'on est bien accueilli là-bas par la population? Alors le trait de caractère du Népalais, et surtout quand on monte dans les montagnes des Sherpas et des autres ethnies, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies dans l'Himalaya, les Sherpas ne représentent que 1% de la population, parce qu'on parle tout le temps d'eux, mais ils ne représentent que 1% de la population. Il y a énormément d'autres ethnies, et ils ont tous un dénominateur commun, le sourire. Ils ont toujours le sourire aux lèvres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il leur arrive. Et je crois que c'est dû essentiellement à leur croyance, c'est-à-dire le karma et la réincarnation. Donc le karma fait que ces gens pensent que tout ce qui leur arrive doit arriver, donc il ne faut pas se plaindre, puisque c'est normal, ça doit arriver, c'est normal, c'est un juste retour des choses. Et la réincarnation fait qu'ils ont un respect de la nature qui est totalement différent d'une autre, puisque eux savent qu'ils vont revenir. Donc on ne va pas laisser un endroit sale alors qu'on sait qu'on va y revenir. Donc c'est très différent de notre mode de pensée occidental. Parce que vous avez pu croiser justement des Occidentaux qui sachant qu'ils ne revenaient pas, salissaient la montagne. Lors de mon premier voyage en 2012, j'ai été très surpris de trouver des paquets de chips vides, des bouteilles en plastique, des canettes de coca jusqu'à 5000 mètres d'altitude. Oui. C'est assez incroyable ça tout de même. Et donc vous parliez, il y a la communication avec le sourire, mais comment on discute justement avec la population locale? Est-ce qu'il y a un anglais
un peu limite qui passent, ou peut-être que certains sont totalement bilingues et parlent anglais, ou est-ce que même vous avez des notions un petit peu de népalais, même si je sais qu'il y a énormément de dialectes là-bas différents, plus d'une centaine différents au Népal. Est-ce que vous arrivez à discuter facilement avec eux? J'arrive à discuter assez facilement avec eux, mais je ne parle pas du tout népalais. Donc, comme vous le disiez, c'est un camailleux de connaissances d'anglais qui partent de l'anglais de balbutier jusqu'au très bon anglais. Vous avez même des enfants qui vont à l'école, qui ont une dizaine d'années et qui parlent très bien anglais. Donc, ça m'est arrivé de passer des soirées chez des Népalais qui ne parlaient absolument pas anglais, donc on s'échangeait des sourires, des signes de main, et il y avait une très grande intensité et de très grande humanité. C'était des soirées exceptionnelles, et d'autres soirées où des après-midi en monastère à parler en anglais avec des locaux et où on peut échanger assez facilement. Après, au niveau spiritualité, ça devient plus difficile parce qu'il faut quand même avoir un vocabulaire assez évolué, donc c'est plus compliqué d'avoir des discussions profondes spirituelles en anglais. Parce que vous, ce que vous recherchiez en allant là-bas, plus que la performance sportive et monter au haut des 8848 mètres du Mont Everest, c'était vraiment la spiritualité et la rencontre des personnes là-bas, des locaux. Exactement. Beaucoup d'Occidentaux vont dans la performance, monter le plus haut possible et le plus vite possible. J'ai vu beaucoup de gens aller planter un drapeau, leur drapeau national, alors qu'ils ont le porteur, le guide. Enfin, donc, je dis, ça n'enlève pas de la difficulté de l'ascension, mais je trouve ça vraiment dommage d'aller visiter un tel lieu juste dans cette optique-là. Mon optique est totalement différente. Il n'y a pas de record de vitesse ni de record d'altitude. Le but, c'est de se laisser guider vers les lieux qui vous aspirent, qui vous aspirent et vous inspirent. Donc, c'est vraiment ce que j'essayais de faire et ce que j'ai vécu. Et c'était formidable, comme vous dites, de rencontrer les gens, de rencontrer la nature, parce que ce sont des lieux vraiment au niveau géographique qui sont absolument intenses, quoi. C'est les lieux les plus extrêmes de la planète, hein. Donc certains privilégiaient donc l'aspect sportif, quitte à passer parfois à côté de paysages magnifiques, à s'arrêter 5 minutes pour prendre des photos, pour profiter de la nature. Donc certains préfèrent ce côté sportif, alors que vous, c'est vraiment la nature. D'ailleurs, on voit sur vous avez un Facebook qui s'appelle Theravada ou Népal Solo, où on voit des photos absolument magnifiques. J'adore la photographie en même temps que l'écriture. C'est ma deuxième passion, c'est la photographie. Je fais aussi beaucoup de photographies du Finistère, que je mets aussi sur ma page Facebook. Et Facebook, c'est évidemment le lien essentiel pour moi pour me faire connaître, donc c'est un passage obligé. Et il y a beaucoup de gens le soir dans les lodges, enfin beaucoup de gens l'hiver, il y a très peu de gens, mais on sent qu'ils sont vraiment dans la performance, d'où le fait qu'on puisse retrouver des canettes de coca ou des détritus par terre, parce que, comme vous le dites, j'ai rencontré des gens qui n'ont pas mis un seul pied dans un monastère, qui n'ont pas parlé avec un seul moine, qui ne parlent même pas à leur guide l'après-midi ou à leur porteur. Ils sont dans la performance. Oui, ils profitent quand même de la géographie des lieux, parce qu'on ne peut pas passer à côté, même quand on est dans la performance. C'est tellement extraordinaire et tellement beau qu'on ne peut pas passer à côté. Mais je pense qu'ils loupent vraiment quelque chose d'extraordinaire en étant juste dans la performance. C'est vraiment dommage. Et vous avez pu visiter beaucoup de monastères à travers vos périples? Oui, surtout lors du dernier, où j'ai consacré les 15 derniers jours à ne faire que ça. Vraiment aller à la rencontre des moines et des lamas, et essayer d'échanger le plus que possible avec eux, et passer beaucoup de temps à l'intérieur dans les cérémonies pour pouvoir méditer, tout simplement. Et du coup, qu'est-ce que vous voyez justement dans ces cérémonies? Quelle est l'émotion aussi qui passe à travers vous quand vous voyez ces moines dans leur cérémonie? Je décris ça dans le tome 2 de Népal Solo. J'ai eu un matin où j'ai été au monastère, et j'ai été tellement bouleversé que ça a duré 4 heures et j'ai pleuré pendant 4 heures. C'était tellement intense que j'ai pleuré pendant 4 heures, avec la quasi-impossibilité de mettre des mots sur le pourquoi de ces pleurs. C'était juste tellement intense que je pleurais. Il a fallu attendre l'après-midi qui a suivi et les jours qui ont suivi pour comprendre que j'avais lâché une grosse partie de ma personnalité, une grosse partie de mon ego lors de cette simple cérémonie, tellement c'était intense. C'est éminemment vibratoire. Donc aussi bien les chants que la musique, on est beaucoup dans la vibration. Donc le bâtiment vibre complètement et vous vibrez à l'unisson avec. Vous avez l'impression que votre organisme est devenu une espèce de corde d'instrument de musique. Et c'est très émouvant, très émouvant. Et qu'est-ce qu'on apprend sur soi à ce moment-là? Alors dans ce moment-là, je vous décrirais ça un peu comme une penderie. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression d'ouvrir la penderie avec tous les costumes qu'on prend tous les jours. Le costume de celui qui va travailler, le costume de celui qui s'occupe de ses enfants, le costume de celui qui engueule le mec qui est devant lui parce qu'il passe pas assez vite au feu rouge, après le feu rouge, enfin tout genre de choses. Donc on ouvre la penderie et puis on voit tous ces costumes. Et là on se rend compte qu'en fait ce ne sont que des costumes. Et on se dit mais qu'est-ce que je fais avec tout cet attirail? Et on ouvre et on jette beaucoup de costumes.
Vous avez donc relativisé énormément en fait devant ce spectacle. Ah oui, oui. Ben, de toute façon, dans un lieu aussi immense et aussi intense, vous comprenez, c'est très paradoxal. Vous comprenez comme vous êtes infinitésimal et en même temps comme vous faites une partie intégrante du tout. Donc ce sont deux extrêmes qui se rejoignent. Et tout à l'heure, vous nous parliez donc du mal des montagnes. Comment il se caractérise? Alors il y a deux parties du mal des montagnes. Il y a le mal des montagnes classique qui va se caractériser en premier lieu par des migraines intenses, mais qui font vraiment très très mal à la tête. Vous avez l'impression d'avoir la tête qui gonfle. Ça fait très très mal. Ça va être la perte d'appétit et de l'insomnie. Ça, c'est le mal de montagne classique. Si vous ne faites pas attention, comme j'ai pu le faire lors du premier voyage où j'étais tellement happé et attiré par la montagne que j'ai pas trop écouté mon corps, vous avez le mal des montagnes aigus et là, ça peut malheureusement conduire au décès puisque vous avez œdème pulmonaire ou œdème cérébral. Entre les deux, il vaut mieux avoir l'œdème pulmonaire comme j'ai pu avoir, c'est-à-dire que vous avez de l'eau qui va venir dans vos poumons et qui va au fur et à mesure remplir vos poumons, donc vous allez mourir d'incapacité respiratoire en fait. L'œdème cérébral, ça peut être beaucoup plus violent puisque ça va faire un caillot de sang dans le cerveau et vous pouvez avoir une mort instantanée. D'un seul coup, vous pouvez tomber et c'est terminé. Donc, vaut mieux, entre guillemets, avoir l'œdème pulmonaire comme j'ai eu. Mais oui, c'était très, très difficile physiquement, très difficile. Et donc à ce moment-là, quand vous constatez que vous avez un œdème pulmonaire, qu'est-ce qui se passe? Et vous redescendez à pied tout de même ou quelqu'un peut venir vous chercher en hélicoptère? Non, c'est vraiment vous descendez à pied malgré votre problème de santé. Alors, je vais rassurer les gens qui veulent aller faire un trek dans l'Himalaya ou ceux qui l'ont déjà fait avec des guides et des porteurs. Eux connaissent très bien les symptômes et savent vous arrêter bien avant moi. Le problème que j'ai eu, c'est que j'étais en solitaire et que j'étais tellement enjoué que je ne voulais pas m'arrêter. Et en tant qu'ancien marathonien, j'avais une capacité à repousser la douleur assez loin. Donc, j'ai présumé de mes forces et j'ai toujours pensé que je pouvais encore reculer d'un jour. Donc, jusqu'au matin où là j'étais quasiment à l'article de la mort, faut le dire. Les Sherpas qui habitaient là m'ont dit il faut absolument redescendre. Et ce qui est miraculeux, c'est que vous redescendez de 500 mètres et les symptômes disparaissent. C'est aussi simple que ça. Ah oui, donc vous trouvez la force quand même de redescendre alors que vous êtes, comme vous le dites, à l'article de la mort. Et en seulement 500 mètres, les symptômes sont partis. Oui, parce que la fameuse nuit où j'ai cru que j'allais décéder, c'était à 5200 mètres. Et la nuit d'après, j'ai dormi à 4700. Donc, qui est encore au-dessus du niveau du Mont Blanc, quoi. Et j'avais l'impression, j'exagère un petit peu, mais d'être retombé au plancher des vaches, quoi. J'avais plus aucun symptôme. J'avais vraiment très bien. J'ai passé une bonne nuit. Je ne saignais plus du sang. Je ne crachais plus d'une cette espèce de lymphe étrange et malodorante. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à redescendre. Je suis pas redescendu en courant. Ça a été très, très, très dur. Je suis redescendu en titubant, en ayant des hallucinations. Enfin, non, c'était très dur. Je suis redescendu très doucement. Et les Sherpas m'avaient dit, surtout, si tu vois que ça va pas bien du tout, tu t'allonges. Et tu restes allongé. Nous, on fait des passages entre les villages tous les jours, même en hiver. Donc on viendra si on te voit allongé, on te descendra sur une civière. Et une fois que vous êtes redescendu, vous vous êtes dit, bon, là, ça y est, c'est fini, je redescends pour de bon. Est-ce que vous avez retenté quand même de repartir directement une fois que les symptômes étaient partis? Alors j'ai été vraiment très malade et puis j'ai passé, on peut dire, une espèce de nuit en enfer qui m'a terrifié. Donc j'avais quand même envie d'y retourner, mais j'avais aussi envie de visiter le sud du pays. Lors de ce premier périple, j'ai donc décidé d'aller visiter le sud du pays et d'aller jusqu'à la frontière indienne et visiter la ville de naissance du Bouddha. Parce que j'étais très intéressé par le bouddhisme et ça m'intéressait d'aller voir aussi la différence de vie entre le nord et le sud, puisque c'est un pays qui est absolument extraordinaire pour ça. Il ne fait que 200 km. Il n'y a que 200 km entre le point nord, qui est à l'Everest, et le point sud, qui est à la frontière indienne. Au point nord, vous pouvez avoir jusqu'à moins 50 degrés à l'Everest, et au point sud, vous pouvez avoir jusqu'à 50 degrés à la frontière indienne. Donc c'est un pays qui est absolument incroyable pour ça. Justement, vous parlez des conditions météorologiques avec les moins 50 degrés. Comment ça se passe quand on tente de gravir l'Everest et l'Himalaya à moins 50 degrés? On est habillé comment? Combien de couches? Alors, l'hiver, donc c'était en hiver, j'ai jamais eu à subir du moins 50 degrés, fort heureusement. Ça, c'est les températures qu'on peut trouver sur des 7000 ou des 8000 mètres. Et ils ne sont pas accessibles l'hiver. C'est totalement impossible pour ces raisons-là, parce qu'il y a aussi des vents qui peuvent atteindre jusqu'à plus de 300 km/h. Donc le ressenti va être de moins 60 ou moins 70. Donc on peut monter jusqu'à entre 5 et 6000 mètres, et plutôt proche de 5000 que entre 5005. Et déjà à ces altitudes-là, il fait extrêmement froid et on se couvre au maximum. Hein, et quand on est un petit peu trop optimiste comme je l'ai été, on n'est pas forcément assez bien couvert et on a très 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 froid. Et comment on fait pour se ravitailler en fait? Parce que moi j'imagine qu'on ne part pas avec
avec 2 semaines de nourriture dans le sac. Il est possible de se ravitailler en haut? Oui, alors il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi je suis pas parti avec ma tente et tout le matériel et toute la nourriture et qui ont l'air un petit peu surpris. Alors il faut quand même se rendre compte que quand on passe un mois comme ça en solitaire et qu'on a 15 kilos sur le dos, qu'on marche dans des pentes extrêmes, si vous rajoutez la tente et la nourriture, vous êtes sur entre 22 et 25 kilos. Et déjà avec 15 kilos, pour marcher au-dessus de 4500 mètres d'altitude avec 15 kilos sur le dos, je vous garantis que c'est pas une partie de plaisir. Donc j'avais fait ce choix d'aller dormir chez l'habitant tous les soirs. L'hiver, la plupart des lodges sont fermées, il y en a toujours un ou deux d'ouverts, donc le choix est très vite fait. Vous arrivez dans un petit hameau et c'est celui qui est ouvert qui va être votre havre de paix pour la nuit. Et là, on vous accueille facilement aussi. Imaginons qu'il n'y a aucun lodge qui soit ouvert, juste des habitants comme ça. Les gens vous ouvrent leurs portes? Les habitants de ces hameaux ont pris l'habitude maintenant de profiter des périodes touristiques, donc ils sont habitués à avoir des touristes et à les accueillir quoi qu'il arrive. Et pour eux, c'est une source de rentrée d'argent qui est importante, même si pour vous ça représente pas beaucoup, pour eux ça représente beaucoup d'argent. Donc ils sont toujours très très heureux de vous accueillir. Et de toute façon, au-delà de l'aspect financier, ces gens sont d'une gentillesse et d'un accueil incroyable. Est-ce qu'il y a une rencontre qui ressort parmi les dizaines, je ne sais pas, les dizaines, les centaines de rencontres que vous avez fait? Est-ce qu'il y a une rencontre je sais que c'est une question difficile, mais est-ce qu'il y en a une qui ressort particulièrement? Oui, il y en a une qui va ressortir particulièrement, c'est la rencontre du lama du monastère de Pangboche, parce que Pangboche c'est le monastère le plus ancien du Sulukhumbu, la région dans laquelle j'étais, qui ne parlait pas du tout anglais. Et le jour où j'y suis allé, donc lors de mon premier périple en 2012, il était seul, il n'y avait pas de moine. Donc je me suis retrouvé tout seul avec ce lama. Et il a opéré une espèce de magie entre nous, alors qu'on ne pouvait pas dialoguer. Et du coup, il m'a fait visiter la librairie, la bibliothèque du monastère, ce qui normalement ne se fait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous, il y a eu un lien très très fort. Donc il m'a montré aussi le crâne du Yéti, la main du Yéti. Il y a eu quelque chose de très intense. Après, nous sommes redescendus dans la salle de prière, de méditation, où on a passé 1 heure ensemble. Et je l'ai retrouvé là l'hiver dernier lors de mon périple. Je suis retourné le voir et voilà, cette rencontre-là était évidemment très marquante. Il ne parle toujours pas anglais, donc on n'a toujours pas pu échanger vraiment, mais cette fois-ci il y avait des moines et dont un qui parlait anglais, donc on a pu échanger un petit peu. C'est un excellent souvenir. Et dans ce moment-là, s'il n'y a aucune langue qui est commune, il y a toujours le sourire et puis les gestes qui font que vous pouvez vous comprendre aussi. Donc une fois que vous avez fini un petit peu, fait votre tour dans l'Himalaya quelque part, quand vous êtes redescendu, qu'est-ce qui se passe quand vous redescendez à Katmandou? Vous avez tout de suite envie de retourner pour retrouver le calme ou... La première fois, ça a été extrêmement difficile. Quand je suis monté dans le petit avion pour retourner sur Katmandou, je me suis mis à pleurer et je ne comprenais pas pourquoi. C'est une fois que les roues sont posées sur l'asphalte à Katmandou que là j'ai compris qu'en fait c'était ce que je laissais derrière moi qui me faisait pleurer parce que j'avais vraiment découvert quelque chose en moi-même de très très fort et qu'il allait falloir le vivre autrement, donc dans le bruit, dans la pollution, parce que Katmandou c'est une ville très bruyante et très polluée, donc c'était une transition extrême. Ouais. Et puis passer de petits villages d'une quinzaine de personnes, d'une dizaine, même de 5-6 personnes des fois, à une immense ville de près de 850 000 habitants, à peu près, Katmandou, c'est... Avec la banlieue autour, oui, c'est possible que ce soit ça. Je ne sais pas exactement combien, mais en tout cas, c'est une ville qui est concentrée dans une vallée, donc très, très, très bruyante et très polluée. C'est un choc extrême quand on redescend de l'Himalaya, de se retrouver là, c'est un choc extrême. Ouais. Et beaucoup plus touristique aussi? Pas forcément, la plupart des gens viennent vraiment pour faire des treks. Hein. Beaucoup de gens viennent pour faire des treks. Après, il y a des gens qui visitent aussi la vallée de Katmandou, qui vaut vraiment le coup. Il y a des très très beaux villages qui vivent encore comme on vivait ici au Moyen-Âge et qui sont vraiment à découvrir. Et si vous aviez quelques conseils à donner à des personnes qui, comme vous, aimeraient découvrir le trek et partir à l'Himalaya, est-ce que vous avez quelques conseils avant de partir? Oui, déjà marcher beaucoup, s'entraîner à marcher. Ensuite, ne pas faire les erreurs que j'ai pu faire, c'est-à-dire monter beaucoup plus doucement. Donc prendre un guide et un porteur, par exemple, c'est très bien. Et après, oui, un conseil que je peux donner si vous partez en période touristique, ce qui est le cas de 90% des gens, hein, c'est de décaler d'une journée par rapport aux autres. C'est-à-dire que tous les gens vont se précipiter dans un village relais le premier jour.
ce que vous pouvez faire, c'est soit le premier jour rester sur place dans le premier village et attendre pour partir le lendemain. Comme ça, vous êtes décalé par rapport aux autres et vous serez beaucoup plus tranquille, il y aura beaucoup moins de monde. Et eux, le lendemain matin, passeront dans le village d'après, là où vous arriverez à celui où vous étiez la veille. Ça vous permet d'être légèrement décalé par rapport au groupe et ainsi d'être plus tranquille. Et donc aujourd'hui, je viens de vous rencontrer au Mazagran à l'Est-de-Vin. Est-ce qu'il y a plusieurs sessions comme ça où vous expliquez un petit peu votre voyage, où vous montrez des photos de votre voyage? Je propose cette conférence à toutes les communes qui sont intéressées. Et la conférence est gratuite. Je demande juste à pouvoir dédicacer mon livre en fin de conférence. Donc je pense que ça peut être une animation vraiment intéressante pour les communes. Ça ne leur coûte rien à part juste la salle, le prêt de la salle. Donc j'ai envoyé des candidatures dans pas mal de communes alentours. J'espère avoir des retours pour pouvoir partager cette aventure parce que pour moi c'est vraiment, vraiment un immense plaisir de partager ça et de montrer les photos, de raconter aux gens ce qu'est le quotidien de ces gens, leur spiritualité, leurs croyances. C'est quelque chose que j'adore partager et aussi l'effet que ça a pu produire sur moi et la métamorphose que ça a apporté dans ma vie. Et dans ces deux livres, du coup, Népal Solo tome 1 et Népal Solo tome 2, qu'est-ce que vous y racontez? C'est un récit de vos voyages? Oui, c'est le récit avec les trois dimensions, la dimension géographique, la dimension humaine et la dimension spirituelle. Le second, j'étais vraiment parti pour peaufiner et travailler vraiment sur le spirituel. Donc le deuxième est plus spirituel que le premier, mais c'est une progression. Donc j'y décris ce que je ressens, ce que je vois. C'est une espèce de carnet de voyage amélioré. Il y a une série, on dit souvent jamais 203. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, tout à fait. Donc maintenant, je ne vis plus que de mon écriture. Donc étant m'auto-éditant, je suis obligé d'aller à la rencontre des gens pour pouvoir vivre. Donc j'ai pas beaucoup d'argent, mais mon prochain projet, c'est de visiter l'Himalaya indien cette fois-ci et remonter la vallée du Zanskar et le Ladakh. Et si c'est possible, passer côté pakistanais pour aller voir le deuxième plus haut sommet du monde, le K2. C'est vraiment plus qu'une passion, plus qu'une envie, presque un besoin de partir à l'aventure, à la découverte. Dans ces lieux, je me sens chez moi, quoi. Et maintenant, je crois vraiment profondément à la réincarnation et je suis certain d'avoir déjà vécu là-bas. Et quand je suis dans ces lieux, je sais que je suis chez moi. Je me retrouve physiquement, intellectuellement, spirituellement. C'est vraiment un lieu dans lequel je me sens bien. Yann Serré, merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience et surtout de nous avoir donné envie, parce que moi, honnêtement, ça vient de me donner envie de partir à l'Himalaya et se retrouver un petit peu seul face à la nature et qui peut être totalement déconcertante des fois. Ah oui, tout à fait. Et pour terminer, je dirais vraiment, on parle de plus en plus d'écologie. L'écologie, c'est vraiment quelque chose de totalement personnel. Ce que j'aimerais vous dire pour terminer, c'est que c'est quelque chose qu'on doit vivre intensément par soi-même et c'est l'effort que chacun fera qui changera la condition de la planète. C'est vrai qu'on voit des mastodontes, des multinationales immenses qui peuvent polluer sur des quantités gigantesques, mais il ne faut pas oublier que ce sont nous les clients et donc ce sont nous qui avons la main mise là-dessus et si nous changeons notre mode de consommation et notre façon de penser et de voir, on changera le monde et les gens qui vivent dans l'Himalaya pour moi sont un exemple absolument déterminant justement de cette volonté de préserver le monde et de le laisser le plus beau que possible. Merci beaucoup pour ce message. Avant de conclure, où peut-on vous suivre vos aventures? Alors donc sur Facebook pour les gens qui veulent. J'ai aussi un site internet terevada.com où je vends les livres par internet qui sont envoyés dès le lendemain en colissimo suivi pour les gens qui habiteraient loin. Et après, on peut me suivre sur la page Facebook au fur et à mesure. Je mets les événements auxquels je participe. Donc, comme je vous ai dit, normalement, cet automne, je serai dans le Morbihan où je ferai des centres culturels. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup. En tout cas, Yann Serré. Je voudrais remercier aussi Marilène Gesta. Vous écoutez Radio Emeraude sur le 95.9. L'info au présent avec nos partenaires Jade Publicité à l'Est-Neuvin, Auto-École CR29 au Folgoat et Éco Emballage.